3 ans après, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme point fort de l'actuel régime de Kinshasa? Quelles sont les actions que nous pouvons mettre à l'actif de Félix Tshisekedi depuis son accession à la tête du pays? Quels sont les domaines ou secteurs qui posent problème depuis qu'il est là? Autant de questions que nous allons tenter de poser ce jour à notre invité. Bienvenue dans votre débat au féminin. Ça se passe depuis le centre Nganda. Vous le savez, c'est là où ont eu lieu les débats, les états généraux de la communication et des médias. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir ce soir, cet après-midi, Maître Ernestine Nyoka. Bonjour et bienvenue. Merci Madame Élisée, merci pour votre prestigieuse invitation. Jadis au PPRD, mais depuis plus d'une année, maintenant vous êtes parmi les alliés de l'UDPS. Vous êtes secrétaire générale adjointe en charge de la Ligue nationale des femmes, médias et communication et porte-parole des forces patriotiques unies, un parti allié à l'UDPS. Effectivement, un parti allié à l'UDPS, un parti qui est dans la vision du chef de l'État, celle de l'Union sacrée de la nation. On organise cette émission en plein centre Nganda où ont eu lieu les états généraux de la communication et des médias. Vous êtes dans les médias, vous êtes dans la communication. Un mot sur les médias en RDC et sur les journalistes? Je dois d'abord jeter une fière chandelle aux médias de la RDC. Parce que pour avoir circulé assez souvent dans le couloir des différentes presses, je dois dire que nos journalistes abattent un travail de titan dans des conditions suffisamment difficiles. Il faut l'avoir vécu pour l'affirmer. Lorsque vous ne l'avez pas vécu, vous allez faire beaucoup de critiques. Je sais que l'une des premières critiques, lorsqu'on écoute le commun des mortels des Congolais, on vous fait remarquer que nos médias sont trop partisans. Parfois, nous avons l'impression que c'est une lutte entre Union Sacrée, FCC, l'opposition, la Mouka, la Moukiste. Parfois, vous voyez les journalistes. Même la Mouquette. Les journalistes empreints de beaucoup de sentiments. Vous avez l'impression à un moment qu'ils vont se donner des coups. Heureusement qu'après, ça se termine par un sourire. Je crois que c'est ça l'idée générale. Lorsque je cause avec les communs de mortels, ce que les gens me disent. Ils disent oui, mais tu es allé à cette chaîne-là. Oui, parce que tu es de telle obédience. Mais pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Non. Tu sens vraiment que les gens te font remarquer, va pas là-bas, ils ont telle obédience, va ici, ils sont comme ça, ne va pas là, là-bas tu peux aller, ils sont un peu au milieu. Voilà un peu comment on classifie la presse. Et comment on peut faire pour justement que les gens se sentent à l'aise, peu importe les médias qui vont suivre, qui sentent qu'il n'y a pas de tendance? Est-ce que vous avez quelques astuces à donner aux médias, aux journalistes? Comment doit-il C'est difficile, mais bon, tout simplement, je peux dire qu'il faut que les journalistes qui nous reçoivent, même s'ils ont une tendance, mettent l'acteur politique à l'aise, simplement. Il faut parfois ne pas trop montrer les sentiments lorsque l'on pose des questions, et lorsque la personne répond, il ne faut pas chaque fois essayer de l'orienter dans le sens où vous voudrez, ou bien il ne faut pas chaque fois essayer de couler cet acteur politique, parce que le média, c'est un couteau à double tranchant. Il nous aide, nous les acteurs politiques, à nous élever, mais il nous aide aussi, nous les acteurs politiques, à couler. Et donc, il faut laisser la population, le souverain premier qui a les derniers mots, de pouvoir apprécier l'acteur politique, au lieu que ce soit les journalistes qui lui donnent un point positif ou un point négatif. Voilà. Parce qu'on assiste maintenant à cette tendance, on voit beaucoup de journalistes aller facilement en politique, et du coup on pense qu'entre le journaliste et le politicien, il y a une guéguerre, parce que tu ne sais pas, peut-être dans les jours à venir, il est ton potentiel adversaire dans des élections. Ça pose également problème. Est-ce que vous le sentez, vous? Bon, moi je dois dire que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et donc, je ne vois pas de mauvais œil qu'un journaliste, d'une année à une autre, traverse pour aller en politique. Mais aussi dans les autres secteurs, les gens le font. Mais simplement, on ne les sent pas parce qu'ils ne sont pas médiatisés comme les journalistes. Je pense que ce n'est pas mauvais. Chacun a une liberté de pouvoir se mouvoir dans les secteurs qui lui plaît. Ernestine Nyoka. Seulement, il faut que le journaliste qui a choisi d'aller en politique, par exemple, lorsqu'elle a été élue du peuple,
qu'il reste dans l'hémicycle et qu'il fasse le travail pour lequel le peuple l'a élu. Mais quand souvent nous voyons certains journalistes qui quittent d'abord un peu l'hémicycle, ils vont animer une émission, à la fin on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait désordre quand même. Ça fait quand même désordre. Et je crois que j'ai comprendre qu'il y a des journalistes qui réfléchissent pour que vous puissiez vous organiser encore, au lieu de rester simplement une organisation simplement des choses des journalistes. Je pense peut-être qu'en s'organisant encore en un corps, le corps a des exigences, le corps a des exigences d'éthique, de professionnalisme, déontologie, moralité. Je crois qu'au niveau du corps, peut-être que certains problèmes que les journalistes connaissent peuvent trouver un début de solution. Pas 100%, mais un début de solution quand même. Merci beaucoup. On reçoit Ernestine Nyoka, maître Ernestine Nyoka. Moi, je le dis, c'est vrai, elle est passée dans plusieurs émissions à la télé, dans des reportages. Moi, ça fait quand même longtemps que je l'ai reçue. À l'époque, elle était au PPRD. Pourquoi vous avez quitté le PPRD? Je pense que lorsque je suis parti, c'était pas sur votre chaîne à vous, je l'ai fait sur d'autres chaînes. Lorsque je l'ai annoncé, ceux qui m'ont suivi ont compris, je l'ai redit, en tant qu'acteur politique, lorsqu'on fait une marche politique, à un moment il faut s'arrêter, à un moment il faut évaluer, à un moment il faut se poser des questions. Qu'est-ce que soi-même l'on veut et que veut aussi le peuple que nous avons chaque fois l'habitude de parler au nom du peuple. Il faut savoir où se trouve un peu la grande majorité. Alors, j'ai évalué, je me dis, on ne perd pas une élection présidentielle et puis on reste dans son coin, on continue avec la même attitude. Je ne pense pas que les choses se font comme ça. J'ai évalué, ma petite évaluation à moi, mes petites stratégies à moi, que j'ai toujours mises en marche pour chaque fois aller à une élection législative, parce que c'est à celle-là que je suis allé, m'ont permis de me rendre compte qu'il était temps de changer de fusil d'épaule. Il ne faut pas regarder la critique des autres, parce que je me suis plus référé à Emmanuel Macron, qui hier était avec François Hollande, qui était de la gauche, s'est retrouvé, un peu on va dire, en association avec certains qui venaient de la gauche, certains qui venaient de la droite, et certains qui étaient dans les mouvements comme les écologistes et tout, et ils ont formé la République en marche. Et pourquoi pas chez nous aussi, on peut réfléchir pour faire les choses autrement. Moi, je me suis dit, je suis en droit de réfléchir, comme nous avons l'habitude de le dire, même si c'est pris un peu de manière péjorative. La politique, elle est dynamique. Elle est tellement dynamique elle est dynamique. Vous vous retrouvez chez l'ancien opposant. Chacun évalue, chacun pèse pour voir je fais quoi et je veux comment. Ben voilà. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est de l'opportunisme? Vous avez été vice-ministre avec cette famille politique que vous avez quittée. On vous a quand même gratifié de certains postes. Et là, parce que vous avez perdu, vous allez là où on a le pouvoir. C'est de l'opportunisme? Madame Élysée, moi je peux me taper la main sous la poitrine et dire que je n'ai pas été gratifiée. J'ai travaillé. J'étais une femme de terrain. Non seulement j'étais une femme de terrain, mais j'étais aussi celle qui apportait la réflexion, celle qui apportait les stratégies. C'est cette personne-là que j'étais. J'étais une personne tellement dynamique, tellement mouvante surtout, qu'il a été difficile, même si le parti était en train de m'ignorer. Pour la petite histoire, ce n'est pas le parti qui m'avait animé. Je ne vais pas sortir certains secrets. Le PPRD ne m'avait pas aligné, mais j'ai été aligné comme vice-ministre du budget et comme j'étais toujours dans les PPRD, je me suis dit, je vais leur réserver la chandelle d'eau. Et bien voilà. Rien à voir avec de l'opportunisme. Rien à voir avec de l'opportunisme. Parce que pour ceux qui me connaissent bien aussi, j'avais déjà créé un parti. J'étais déjà aussi partante, déjà à cette époque-là. Mais j'ai été récupéré pour dire, vous avez suffisamment travaillé, on vous a suffisamment ignoré. Bon, maintenant, prenez ceci. Bon, j'ai pris un peu mon mal en patience, mais je voulais évoluer aussi autrement. Peut-être c'est un excès d'ambition, mais voilà. De l'ambition, il faut en avoir. On reproche souvent aux femmes
de ne pas avoir de l'ambition, de ne pas être déterminé à aller vers un secteur politique. Bon, à celles qui le font, il faut les encourager. Vous venez de nous dire pourquoi vous avez quitté le PPRD. Pourquoi vous avez choisi Tshisekedi? L'union sacrée, c'est l'autorité morale, entre guillemets, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi vous l'avez choisi? Les raisons sont personnelles. Les raisons sont personnelles, comme aussi les ambitions et les stratégies que j'ai aussi. Je préfère d'abord, pour l'instant, je suis en train de travailler au sein du parti FPI. Je mets ma contribution, ma petite expertise, ma petite expérience, et je me dis pourquoi pas à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, comment vous vous dites quand vous voyez qu'il y a une grande majorité, les ex-FCC constituent aujourd'hui la majorité au sein de l'Union sacrée? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que vraiment, on voit aujourd'hui les ex-FCC occuper la place, la première place ou les premières places dans l'Union sacrée. Vous dites quoi? Elles n'occupent pas la première place. Ils ont peut-être adhéré à l'Union sacrée. Ils sont dans des partis qui sont des partis alliés à l'UDPS, mais ils n'occupent pas la première place. On l'a vu dernièrement dans une interview, on voit Mbosso, on voit Bahati, on voit l'actuel Premier ministre, on voit Lambert Mende, on voit quasiment pas les UDPSiens, on voit pas quasiment pas l'UNC. C'est vraiment maintenant le ex-FCC qui est devant. Non, l'UNC, on le voit partout. Même lorsque vous allez au gouvernement, vous vous rendez compte qu'ils ont la part belle. L'UNC est là. Bon, ce qui est vrai, quand on trace ou bien on retrace la politique congolaise telle que les partis politiques ont commencé à fonctionner en RDC, vous allez vous rendre compte que le premier parti, c'était l'UDPS. Et la plupart des acteurs politiques congolais, si pas, on va dire, le 3/4 sont venus de l'UDPS. Beaucoup ont œuvré dans l'UDPS pendant toute la période du Mobutisme. Tous étaient dans l'UDPS. Lorsque Mobutu est parti et qu'un nouveau vent était mis en place, ces mêmes acteurs ont migré vers les partis qui avaient plus de pouvoir, les partis qui étaient en train de travailler. Je ne pense pas que les Congolais ont simplement la culture du changement. Je pense pour moi que les Congolais, ils peuvent avoir d'autres états, mais c'est des gens qui réellement veulent servir le peuple. Je crois que c'est dans le sens, le souci de servir ces peuples, on se dit pourquoi rester tous cantonnés dans l'opposition. Alors que lorsqu'on a gagné une élection, ça veut dire que la majorité est du côté de ceux qui ont gagné les élections et qu'une infime partie qui n'a pas voté positivement reste de l'autre côté de l'opposition. Voulez-vous faire l'opposition ou voulez-vous faire la majorité? Quelles sont les idées qui sont lancées par ceux qui ont gagné les élections? Est-ce que ces idées vous tentent? Est-ce que c'est dans vos stratégies? Vous vous retrouvez là-dedans? Vous pouvez faire aussi quelque chose et donner un plus au peuple congolais. Je crois que c'est comme ça que la réflexion s'est faite. Mais vous remarquerez quand même, je ne jette pas de fleurs à tous ceux qui sont venus du FCC, mais vous remarquerez quand même qu'ils ont une expertise pour avoir été longtemps dans les sillages politiques. Nos frères de l'UDPS sont très forts dans le combat, dans l'activisme politique, ils sont très forts. Pourquoi ne pas venir mettre la main à la pâte pour qu'il y ait plus d'expertise? C'était ça la grosse erreur, diront certains de l'UDPS. Ils n'ont pas voulu travailler et une fois au pouvoir, ils font face à certaines difficultés dans la gestion et d'où il faut un renfort. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas voulu travailler. Bon, c'était vraiment l'extrémisme. Disent certains, ils étaient tellement extrémistes que travailler avec un pouvoir qu'ils ne reconnaissaient pas était difficile pour eux. C'est pas ça? Non, je pense que l'UDPS a eu plutôt le temps de beaucoup perdre. Okay. Perdre des machines pensantes. Perdre ceux qui ont de l'expertise, qui pouvaient faire quelque chose. Ceux-là ont été tentés de voir ailleurs
Et ceux qui ont continué, on va dire, les combats des rues, les combats contre le pouvoir, c'est plus des activistes, hein, comme vous appelez là. Je pense que ce n'est que cette difficulté-là. Il leur faut un peu de temps, réorganiser les partis autrement. Accepter d'être coaché par ceux qui ont eu accepter d'être, c'est pas évident. Accepter d'être coaché et ils vont se rendre compte que les choses vont avancer. Ernestine Nyoka, vous avez dit qu'il faut épouser certaines idées qui cadrent peut-être avec vos ambitions. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Union Sacrée? Quelles sont les idées phares qui aujourd'hui vous ont dit « Ok, j'adhère à l'Union Sacrée » ou votre parti, les Forces Patriotiques Unies, doit adhérer à l'Union Sacrée? Quelles sont ces idées forces? Il faut dire que la première préoccupation, on est séduit, même si nous parlions, nous, à l'époque, de la passion du Congo, on est séduit par l'idée du peuple d'abord. Ce slogan séduit. Quand on est acteur politique, on a le regard tourné vers le peuple. Qu'est-ce qu'on va donner à ces peuples? C'est ça qui séduit. Et ce qui séduit davantage, c'est de voir que nous connaissons les multiples difficultés qu'ont les populations congolaises. Ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'école. Même si certains d'entre nous, nous avons nos enfants qui étudient dans les privés. Quand vous voyez un dossier qui paraissait complexe, être mis, on va dire, quasiment à nu et matérialisé, sinon cristallisé, que celui de la gratuité, on s'est dit, il y a de bonnes idées, pourquoi pas ne pas les accompagner. Vous vous reprochez de quelque chose, vous qui étiez dans le pouvoir ancien, vous dites, mais pourquoi on n'a pas fait ça, nous? Il nous manquait la volonté, ou un leadership, ou c'est quoi, la mauvaise foi? Vous êtes dit cela? Là-dessus, je ne voudrais pas répondre, sinon je vais me justifier, ou je vais le justifier, ce qui ne serait pas bon. Ce que je sais, c'est que la gratuité avait été d'une certaine façon prise en charge, mais de manière timide. L'on n'a pas réfléchi avec la même ampleur que maintenant, comment pouvoir mettre toute la République en branle et les possibilités de pouvoir sortir des moyens pour ça. Même si aujourd'hui, il y a quand même des couacs sur la question, mais du moins, si un parent garde son enfant à la maison, surtout les femmes ont beaucoup de problèmes, les jeunes filles, on les garde à la maison, les parents estiment qu'il y a de l'argent à dépenser pour le garçon, mais il n'y a pas de l'argent à dépenser pour les petites filles. Elles, on va les épouser demain. Ce sont des garçons qui vont devenir des grands. Il y a beaucoup de familles qui connaissaient ces problèmes-là. Particulièrement dans le Congo profond, il y a beaucoup de familles qui étaient astreintes à ces problèmes. Et si aujourd'hui, ceux-là aussi peuvent envoyer leurs filles à l'école, pourquoi ne pas nous réjouir? Parce qu'il ne faut pas avoir l'habitude de regarder simplement Kinshasa, il faut regarder le Congo profond. Il y a beaucoup de choses. Vous en revenez du Congo profond, vous étiez là dans la délégation, en fait. Vous aviez précédé lors de la tournée du président de la République dans l'espace Kasaï. Vous avez vécu, vous avez vu à quoi ressemble le Congo profond. Je veux revenir avec cette question. On a eu 18 ans de pouvoir de Kabila. On se dit, mais ces gens nous ont leurrés. Ils n'ont pas travaillé. Quand on regarde, c'est que les conditions des vies dans le Congo profond, surtout dans le Kasaï, on dit, mais qu'est-ce qu'on a eu à faire de ces pays pendant 18 ans? C'est vrai que la tournée du chef de l'État nous a fait beaucoup réfléchir. Nous avons été sur terrain, les choses n'ont pas été aussi faciles, elles n'étaient pas aussi reluisantes que la situation que nous vivons à Kinshasa. Je dois dire que j'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur, mon cœur a beaucoup saigné lorsque je me suis rendu compte que l'eau que nous disons, considérons comme la vie, parce que c'est ça l'eau. Les autres n'ont pas de l'eau potable. Même pas une présence d'un petit bureau de régie des eaux que pour faire les raccordements en eau. Certains endroits, la plupart des endroits, l'eau n'est pas présente. La plupart des endroits, l'électricité, et même si à Kinshasa, nous avons de temps en temps les délestages, mais à certains endroits, il n'y a même pas d'électricité. Ça m'a simplement chiffonné et saigné mon cœur. Les routes, n'en parlons pas. Mais on se dit... Je préfère d'abord parler de ces deux-là,
Parce que les routes, ça, c'était vraiment un autre problème. Même si vous êtes dans un véhicule en très bon état, la façon dont vous allez rouler, madame, je vous dis, vous sortez de là, vous avez le dos coupé, vous avez les membres, on dirait, fractionnés. Si on vous dit, entrons dans la voiture, le lendemain, faisons encore notre course, vous dites, non merci pour aujourd'hui, je prends d'abord mon repos. Même dans un véhicule, vous refusez de dire, aujourd'hui, je prends d'abord mon repos. Ça aussi, ça fait mal. Mais je préfère d'abord parler de l'eau et de l'électricité. Je pense que ce sont des éléments essentiels qui peuvent aider à vivre mieux, qui peuvent aider à faire un petit commerce, qui peuvent aider les familles à avoir un petit plus, à mettre dans la JBCR, même lorsqu'on est chômeur. L'eau aide, l'électricité aide, mais quand on ne l'a pas. De ma question de savoir, devrons-nous, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que l'ancien pouvoir a fait de ce pays pendant 18 ans ? Bon, je ne peux pas dire que les gens n'ont rien fait. Simplement, il y a eu des coins que l'on n'a pas beaucoup, qu'on n'a même pas regardé. Certains ont bénéficié, mais d'autres sont restés un peu dans le tourbillon. Il n'y a pas eu une répartition équitable des richesses. Je me rends compte, lorsque je fais une petite réflexion personnelle, je me rends compte que l'espace Grand Kasaï, sous Mobutu, est resté dans le même état. L'Équateur risque d'en dire autant. Je vais d'abord parler de la partie que nous avons visitée quand nous avions accompagné les chefs, quand nous sommes allés accueillir les chefs de l'État. L'espace Grand Kasaï, j'aimerais parler de là où j'ai vu, preuve à l'appui, pas imaginer. Je sais qu'à l'Équateur, il y a beaucoup de problèmes. Ça, je le sais aussi. Je sais qu'une certaine partie de la grande orientale, la grande province orientale, a des problèmes. Je suis allé une fois à Bouta. Je suis sorti à Basourdi aussi. Donc, l'intérieur du pays a beaucoup de problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rectifier les tirs. Même pour nous de l'Union sacrée, il faut rectifier les tirs. Au lieu de se concentrer dans la capitale, Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa n'est pas la RDC. Il vaut mieux pour nous aussi de regarder l'aspect de l'intérêt. Et donc, je salue les réflexions qui se passent aujourd'hui sur la problématique du développement des 145 territoires avec le comité de pilotage qui a été mis sur pied. Seulement, j'espère que ce comité-là ne va pas aller en ordre dispersé. Si on peut me demander mon humble avis, je souhaiterais que l'on fasse le travail des semi-comités ou de sous-commissions par rapport aux espaces. On va prendre 6 espaces comme c'était avec à l'époque belge les anciennes provinces sous cette configuration-là. Lorsqu'on travaille l'espace Grand Kasaï, ça veut dire qu'on prend le Kasaï oriental, le Kasaï central, on prend le chose l'Omami, on prend le Sankuru et on prend le Kasaï. Donc on prend cet assemblage de 5 provinces et même dans ces 5 provinces, on se dit priorité eau, électricité, priorité route. J'ai vu de la nourriture en bonne quantité, en grande quantité, mais qui ne peut pas être acheminée à Kinshasa. J'ai vu par exemple un petit exemple. Une ananas qui se vend à Kinshasa à 10 000 francs, mais on l'achète à Lodja à 300 francs. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On vous amène un grand régime de bananes, 400 francs, mais à Kinshasa, vous l'aurez à 15 000 parce qu'elle était tout grand, et bien charnue, et bien composée. Je me dis, quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas? Les Kasaïens eux-mêmes refusent d'investir dans le Kasaï. On vous a reproché cela. On a comparé les Kasaïens avec les Katonga. C'est pas pour diviser le pays. Disent certains dans le Grand Nord arrivent à construire chez eux, arrivent à investir chez eux. Le Kasaïen ne veut pas construire dans le Kasaï. Oui, il faut aussi dire qu'il n'y a pas que l'État qui construit un État, qui fait développer une nation. L'État fait sa part et les populations aussi contribuent, font leur part. Parce que si on attend tout de l'État, ça veut dire qu'on voudrait un système type communisme. En ce moment-là, vous devez savoir que cet État-là doit mettre plus de moyens
À la lumière de ce qui se fait aujourd'hui, la mobilisation des gazettes qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas cette mobilisation-là qui peut aider à construire le tout. Donc, il y a aussi l'effort des natifs, sinon des Congolais, eux-mêmes, pour que le pays puisse aller de l'avant. Il y a la liberté, on peut créer les écoles, on les construit. Pourquoi les Kassaïens ne le font pas? On peut construire... en lieu de place, ils vont au Katanga, maintenant là c'est Kinshasa. Les Kassaïens, ils ne construisent pas chez eux. Pourquoi? Je pense que la facilité pour les Kassaïens, si l'on met en marche aujourd'hui ce barrage Katende, puisque ces barrages ne prendra pas que l'espace Grand Kasaï, ces barrages prendront une partie du Grand Bandundu. Ces barrages prendra une bonne partie des choses du Katanga. Donc, tous les centres là seront revigorés. Si on a l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. Tenez, j'ai suivi une conférence des géologues, des topographes, tous ces grands qui étudient la terre, les mines et tout. Sur la question, la terre, par exemple, du Grand Kasaï, spécialement au niveau de la province orientale. On vous dit la pierre, la matière avec laquelle on fabrique le ciment en RDC, la meilleure qualité est en Mbuji-Mayi. On en fait quoi? On en fait quoi? Il n'y a pas d'électricité, suffisamment d'électricité que pour monter des usines, on peut travailler et le centre là pourra construire à peu de frais, comme nous le faisons ici à Kinshasa, Congo central, et ici tout près, les ciments viennent de la Lukala et tout ça là. Nous avons du ciment à Kinshasa et nous construisons. Mais si vous voulez construire sur cet espace-là, le ciment vous coûte très cher. Mais alors que la matière première existe en Mbuji-Mayi. Mais si on a de la bonne électricité et des particuliers, des compatriotes qui connaissent comment faire les choses, comme on voit aujourd'hui, il n'y a pas que la cimenterie de Lukala, il y a aussi la Simco qui est en train de nous produire des ciments de bonne qualité. Mais la même chose peut être faite au niveau du centre. Au niveau du centre, la construction des infrastructures, même par les particuliers, va être plus facile. Même par le particulier, je rappelle... Donc, il faut de l'électricité, il faut ces barrages d'abord. C'est pour cela que, pour moi, les priorités, c'est eau, électricité, et les autres, vous allez voir, les autres projets vont se greffer dessus. Auditeurs, téléspectateurs de Débat au Féminin, on reçoit Ernestine Nyoka, secrétaire nationale adjointe en charge de la Ligue nationale des femmes, médias et communications et porte-parole des forces... Secrétaire générale adjointe en charge de la Ligue nationale de femmes, médias et communications et porte-parole des forces patriotiques unies, un parti membre de l'Union sacrée. On a donné déjà quelques éléments des points forts qui constituent un peu le point fort du bilan de l'actuel président. Vous avez parlé de la gratuité. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme point fort à l'actif de Tshisekedi 3 ans après? Par défaut professionnel, ça fait 26 ans que je suis avocat, je parlerai du secteur de la justice. Elle reste à double vitesse, hein? Elle reste peut-être à 2 vitesses, mais il y a des choses qui ont évolué au niveau du système judiciaire. Tenez. Hier, le professeur Luzo Lobambi, mis à la tête de l'institution qui s'occupait des fraudes, lutte contre la corruption, blanchiment d'argent, Luzo Lobambi nous a fait un rapport très percutant. Il a démontré comment nous perdions quasiment 15 milliards, presque le mois, pour ne pas dire l'année. Parce qu'il y a coulage des recettes. Parce qu'il y a des gens qui se les mettent plein dans les poches. Le Zolo Bambi, il y avait une liste. Mais ces dossiers n'avaient pas évolué. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'avantage, quand même aujourd'hui, dans le couloir du palais, un Koulouna machette passe, mais un Koulouna aussi en cravate passe. Et celui en cravate, c'est lequel? Aujourd'hui, nous avons aussi, on côtoie aussi les hommes politiques. Hier, on ne le côtoyait pas. Ça, c'est un aspect Vous êtes logé important. dans la même enseigne. Donc aujourd'hui, on est logé dans la même enseigne.
Donc, il ne suffit pas de dire « moi, je suis ». Non. Quand il y a un dossier à votre charge, même s'il y a des imperfections, mais déjà, le dossier est mis à nu. Déjà, on peut vous poursuivre. Aussi, on voit les institutions les juridictions telles que le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, des problèmes de droit sont posés. On se dit, et là-bas, ce sont des lamoukistes. Les autres sont de l'Union sacrée. Sûrement, ils vont gagner la procédure. Non. Lorsque le Conseil d'État va se prononcer ou la Cour constitutionnelle, vous serez surpris de voir qu'il y a un minimum de jugeotes. La balance est en train de se faire. Bien que je crois que la difficulté reste aujourd'hui qu'on revoie davantage les salaires des magistrats, qu'on revoie davantage tous ceux qui participent à la justice, les administratifs judiciaires, mais pour le reste, les choses avancent. Et dans l'avancée de ces choses-là, les gens ne comprennent pas que l'inspection générale des finances n'est pas une institution nouvelle. Moi qui vous parle, mon père a été nommé inspecteur des finances en 68. La première promotion des inspecteurs des finances nommée sous Mobutu. Dont mon père à moi. Donc cette inspection générale des finances existait depuis belle lurette. Elle fonctionnait, on va dire, au rythme, malgré le texte qu'il a constitué, au rythme un peu du pouvoir du moment. Et cette inspection générale des finances, ils ne sont que des auxiliaires de la justice, mais des OPJ à compétences spéciales. Ils ne sont focalisés que sur la question des finances publiques. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est une innovation. Ça, c'est dans les judiciaires. C'est une autre partie dans cet état de droit qui est en train de prendre de l'ampleur. Toujours dans la même question d'état de droit. On a beau discuter, mais il faut le reconnaître. Nous, les femmes, crions pour que la discrimination positive, telle qu'elle a été consacrée dans l'article 14 de la Constitution, puisse être mise en branle, qu'on la mette en application. Mais aujourd'hui, il faut voir le taux de participation de la femme. D'abord, rien qu'avec le gouvernement Ilunkamba. 30%, c'est pas encore 50%, hein? Donc l'article 14... Non, je vous dis qu'il ne faut pas négliger les avancées existent. Avec le gouvernement Ilunkamba, on pouvait être dans les 17-18%. Le gouvernement Sama, nous sommes montés au moins à 27%. Mais après le gouvernement Sama, on n'a pas évalué, hein, mais nous avons pour la première fois une gouverneure, pour ne pas dire un gouverneur, dame gouverneur à la Banque centrale. Nous avons des ambassadeurs aujourd'hui plénipotentiaires. On va voir par exemple le cas des États-Unis. C'est une première fois qu'on voit quand même que dans ce genre de pays, c'est à la femme qu'on fait confiance. Et dans certaines entreprises publiques, genre DGDA, on voit quand même que les femmes émergent. Pourtant, elles sont là, des directrices qui sont là, qui sont aussi intelligentes, aussi ambitieuses, aussi compétentes, mais bon, n'ont jamais été nommées. Et donc, pour nous les femmes, nous disons bravo à son Excellence. Bravo à son Excellence. Pour sortir la femme du fond du gouffre où elle était. Et la sortie du fond du gouffre, ce n'est que l'application de cet article 14 de la Constitution, donc un autre aspect de l'état de droit qui est en marche. Et les exemples, il y en a les gens. Il y en a les gens. Très rapidement, le point faible de ce pouvoir, parce qu'on va bientôt terminer cette émission, le point faible de ce pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est lequel? Il a 2 ans peut-être pour y ajuster le tir. Le point faible, moi je me dis, il faudra que son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse refaire, sinon regarder autour de lui qui l'accompagne dans ses mandats. C'est important. Hier, lorsque Kabila l'avait dit qu'il manquait 15 personnes, nous tous, nous sommes moqués de nous, c'est Dieu, mais enfin lui aussi.
tous gens et nous ne nous voient pas nous autour. Nous l'avions tous dit. Et quels que soient les bords où nous trouvions, nous l'avions tous dit. Mais ils ne nous voient pas nous tous autour. Je sais que lorsqu'on est au pouvoir, cette question devient difficile. Mais il est grand temps, puisqu'il ne reste que 2 ans, il faudrait que le programme des 145 territoires soit réellement d'application. Et donc, il faut qu'il voie autour de lui. C'est un nouveau projet qui est mis sur table. Il faut mettre des personnes qu'il faut. Parce qu'il y aura les décaissements d'argent, il faut un réel suivi, il faut des structures adaptées et appropriées, pas des structures où les gens vont se la couler douce. Et donc, le Congo est grand, le Congo a beaucoup de compétences, à excellence de faire de bons choix. Le bon choix, ce sera pratiquement votre mot de la fin. J'espère qu'on aura l'occasion. C'est vrai, je vous ai dit, c'est aller vite, mais je pense que vous avez encore le temps. Non, mais c'est pratiquement la fin. On me fait signe, c'est aller vite, je disais au début. Mais c'est vraiment la fin de cette émission. Rapidement, un mot de la fin. C'est aller vite, 40 minutes d'émission. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour rentrer, creuser encore un peu plus par rapport à ces différents sujets. Mot de la fin pour moi, c'est... Je ne veux pas simplement réveiller les femmes des FPU, de mon parti, ni les femmes des FPAU, de notre plateforme, mais je voudrais réveiller toutes les femmes congolaises. Que la Congolaise sache qu'il faut sortir de la timidité. Il faut avoir de la détermination. L'ambition politique n'est pas mauvaise. Et donc, la gestion de la res publica doit être un souci pour nous tous. Merci Ernestine Nyoka d'avoir été l'invitée de votre émission Le Débat au féminin. Merci aux auditeurs, téléspectateurs. On se donne rendez-vous, on continue à échanger. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte YouTube de Top Congo FM. Appelez-nous pour vos réactions et vos suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine. Ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. On se dit au revoir et à très très bientôt.